L'opération Stingray a été activée. Que Dieu nous protège. Je dois parler vite car il ne reste plus beaucoup de temps. Nous n'en avons pas. Je vais devoir remettre et modifier certains détails. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui lisez ceci travaillent pour eux. En fait, vous ne savez peut-être même pas que vous travaillez pour eux. Merde, je vais trop vite. Laissez-moi commencer depuis le début. Je connais Brian depuis l'université. Nous vivions au même étage du dortoir en première année et jouions à des parties enflammées de Call of Duty pendant que les autres développaient leurs compétences sociales. C'était un geek, mais j'aimais bien ce côté geek. Brian étudiait l'informatique, moi la musique. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais rien aux ordinateurs, mais l'entendre parler de technologie m'a toujours fasciné. Il était spécialisé dans le piratage et parlait souvent de documents et de plans étranges qu'il extrayait des serveurs gouvernementaux. Pour moi, ces histoires semblaient toujours farfelues, des virus apocalyptiques, des laboratoires sous-marins, des canons laser dans l'espace. Je pensais toujours qu'il exagérait. Après l'obtention de notre diplôme, nous sommes restés dans la ville mais nous nous voyons moins à cause du travail. Chaque fois que je croisais Brian, il avait une nouvelle théorie du complot gouvernemental à partager. Cet été, alors que nous buvions un verre ensemble, il m'a dit qu'il travaillait sur quelque chose de gros, appelé l'opération Stingray. Tous les documents étaient strictement classifiés, même ceux qui semblaient anodins. Il a dit que c'était très sérieux. J'ai juste hoché la tête et les défié à une partie de Team Fortress. Ce soir, c'est bon, a-t-il dit, mais quand cette histoire éclatera, je te réduirai en cendres comme avant. Vas-y, essaie. C'était la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles pendant des mois. Puis, une nuit, il m'a envoyé un message. Brian a besoin de parler. Retrouve-moi au restaurant local demain midi. Ne dis rien à personne. Bien sûr, il se passe quelque chose. Je ne sais pas, mais s'il te plaît, ne sois pas en retard. J'ai ri. Brian était toujours aussi dramatique. Lindsay s'est retournée dans le lit, la voix ensommeillée. Qu'est-ce qui se passe? Rien, chérie. C'est juste Brian qui fait encore des siennes. Rendors-toi. Je suis arrivé au restaurant quelques minutes en avance pour réserver une table avant l'heure du déjeuner. À travers la vitre, j'ai vu un petit groupe de manifestants devant la grande banque de l'autre côté de la rue. Ils scandaient « De l'argent pour les écoles, pas pour les bonus ». Brian est entré, l'air hagard, les cheveux en bataille, la barbe de plusieurs jours, le teint pâle et les yeux injectés de sang, trempés de sueur. Je l'avais vu comme ça quelquefois à l'université, mais maintenant nous étions des adultes. Il serrait une enveloppe jaune froissée à deux mains. « Bonjour, ma belle », ai-je dit en essayant de paraître décontracté. « Merci d'être venu. Je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. Désolé. Calme-toi, assieds-toi. » Il a jeté un regard autour du restaurant avant de s'asseoir, ne lâchant pas l'enveloppe. « Tu es suivi » a-t-il chuchoté. « Suivi? Tu es sérieux? On peut jouer aux espions, mais ne me fais pas flipper comme ça, Brian. » Il a ouvert l'enveloppe, en a sorti une petite pilule blanche et me l'a tendue. « C'est quoi ce truc ?» ai-je demandé. « Prends-la. Je ne vais pas avaler n'importe quoi avec toi au milieu d'un restaurant bondé. Ce n'est rien de dangereux, juste une vitamine. Prends-la. Depuis quand es-tu devenu un adepte de la santé? S'il te plaît, prends-la. » Son regard était sauvage et désespéré. Je ne pouvais plus plaisanter. « D'accord, calme-toi. Je la prends, ça te va. » Il a respiré profondément et a sorti une pile de documents de l'enveloppe, les posant sur la table. Je vais expliquer rapidement. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais tout ce que tu dois savoir est là-dedans. Brian, tu vas me dire ce que je viens d'avaler, n'est-ce pas? Tout a commencé il y a 1 an, a-t-il dit. Je me suis introduit dans le système de certains sous-traitants du département de la Défense pour fouiner, et je suis tombé sur le terme « Stingray », mentionné à plusieurs reprises. Tout était classifié, comme « Stingray est prêt ». J'étais curieux, alors j'ai suivi les indices. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais quelques détails m'ont conduit à une installation située dans un désert isolé de l'Utah, appelée des ARS 117. C'était minuscule, avec seulement quelques dizaines d'employés portant des noms d'emprunt comme Jane Smith, John White, etc.
Tout ce qui concernait cet endroit était classifié, même le budget de la cafétéria était censuré. Intéressant, n'est-ce pas? Cette fois, tu t'es surpassé. Ferme-la et écoute, a-t-il grogné. C'est un trou noir d'informations. Rien ne sort, à part quelques emails envoyés aux dirigeants du département de la Défense avec des messages comme « Le projet progresse comme prévu ». J'ai continué à chercher et j'ai fini par trouver un nom, un neuroscientifique renommé de Stanford. Quelques jours après ma découverte, les médias ont rapporté qu'il était mort dans un accident de voiture dans une forêt de pins. Quelques jours plus tard, un mémo interne mentionnait qu'un nouveau membre de DRS 117 était un atout précieux pour Stingray. Un serveur s'est approché en souriant. « Êtes-vous prêt à commander? » « Je pense que nous avons besoin de quelques minutes de plus, ai-je dit. « Pas de problème, prenez votre temps. » Le serveur a souri, mais son regard semblait nous scruter. Il est parti, et Brian a continué. Ce type de Stanford était une sommité dans son domaine. Il travaillait sur des systèmes reliant le cerveau humain à des interfaces informatiques. Ses premières réalisations avaient même conduit au développement de nouvelles générations de prothèses. Brian s'est penché, baissant presque la voix à un murmure. La chose la plus importante, tu sais quoi? Juste avant sa mort, il travaillait sur une méthode pour transmettre des signaux électriques sans fil directement dans le cerveau, stimulant les impulsions nerveuses. Une technologie incroyablement complexe, mais l'idée de base était que son système pouvait transmettre des images, des sons et des sensations directement dans le cerveau via un ordinateur. Non seulement ça, mais en ciblant des zones spécifiques du cerveau, il pouvait créer des émotions, des souvenirs, même des pensées à partir de rien. Ses collègues pensaient qu'il était paranoïaque, mais ils croyaient que cette technologie révolutionnerait le traitement des maladies mentales. Ils croyaient qu'il pouvait diagnostiquer et réparer les défauts de la pensée d'un individu avec un simple ordinateur portable. Mais après l'accident, toutes ces recherches ont disparu. Les disques durs ont été effacés, les notes de laboratoire détruites. Je me suis frotté les yeux. Je n'avais pas assez bu pour entendre cette folie et un mal de tête commençait à se faire sentir. Je ne dis pas que je ne suis pas intéressé, mais ne devrions-nous pas commander d'abord? Je ne me sens pas très bien. Concentre-toi, a-t-il dit. Je savais que j'avais besoin de plus d'informations, alors j'ai cherché un maillon faible dans la chaîne d'information. J'ai trouvé un point de contact principal entre DRS 117 et le département de la Défense. Tout passait par lui. J'ai surveillé tous ces appareils électroniques pendant des mois. Il était très prudent, extrêmement prudent. Ça a pris beaucoup de temps, mais finalement, il a fait une erreur. Une nuit, il a laissé un fichier vidéo non crypté sur son ordinateur portable. Je l'ai récupéré, et quand je l'ai regardé... Eh bien, regarde par toi-même. Il m'a tendu son téléphone. L'écran montrait une grande pièce blanche, avec un chimpanzé assis au milieu, mangeant des fruits dans un bol. Un homme se tenait à côté d'une console d'ordinateur, tournée vers la caméra. Sujet de test numéro 1, M7-01, test de fonction motrice simple, a dit l'homme. Il a tapé sur le clavier, et le chimpanzé a immédiatement cessé de manger. Il est resté immobile, comme une poupée. Lève le bras droit, a ordonné l'homme. Le chimpanzé a levé son bras droit. Lève-toi. Le chimpanzé s'est levé, a fait 7 pas vers la gauche. La vidéo a coupé et a repris à un autre moment, avec le même décor. Sujet de test numéro M7B, a dit l'homme. Ajustement émotionnel. Il a tapé une commande et a dit « colère ». Le chimpanzé a jeté le bol de fruits, hurlant de rage. Il s'est précipité vers l'homme, levant la main pour l'attaquer. Tristesse, a ordonné l'homme. Le chimpanzé s'est effondré sur le sol, gémissant. Il s'est recroquevillé, le visage enfoui dans ses genoux. Peur, a dit l'homme. Le chimpanzé a crié, s'est enfui dans un coin de la pièce, les yeux écarquillés, tremblant de peur. La vidéo a de nouveau coupé, revenant à l'homme qui regardait la caméra. Il est resté silencieux un long moment avant de parler. Sujet de test numéro M7J, commande de remplacement de l'instinct de survie. Il a tapé une commande, hésitant, puis a appuyé sur une touche. Le chimpanzé est resté immobile pendant quelques secondes, puis a levé les mains vers son visage. Silencieusement, il a commencé à se crever les yeux. L'homme s'est retourné vers la caméra.
Sur la base de ces résultats, je propose de passer immédiatement à la phase 2. L'écran est devenu noir. Qu'est-ce que c'était que ça? Ai-je demandé. C'était juste un aperçu, a dit Brian. Peu de temps après avoir vu cette vidéo, j'ai commencé à parler à Lindsay, et depuis, les choses sont devenues encore plus étranges. Le serveur est revenu à notre table. Brian lui a fait signe de partir. Nous avons encore besoin de quelques minutes, a-t-il dit. Je suis désolé, monsieur, mais il y a un appel pour vous. Brian a froncé les sourcils. À qui avez-vous dit que j'étais ici? Attendez ici, a dit Brian, et il a suivi le serveur à l'arrière du restaurant. Je suis resté assis, massant mes tempes. Je n'étais pas d'humeur à entendre des théories du complot folle, et maintenant mon mal de tête semblait s'intensifier. J'ai décidé que quand Brian reviendrait, je demanderais à rentrer. Jouer à des jeux d'espionnage n'était pas amusant quand votre tête était sur le point d'exploser. J'ai regardé par la fenêtre vers les manifestants. Une jeune femme mince aux cheveux blonds tressés, portant un pull, lisait un poème slam sur la cupidité détestable. Si ce n'était pas pour la tristesse de la scène, tout cela aurait été ridicule. Le serveur est repassé. Je l'ai touché légèrement au bras. Écoutez, je ne me sens pas bien et je dois y aller. Pouvez-vous dire à mon ami que je suis désolé et que je le contacterai plus tard dans la semaine? Pas de problème, monsieur. Votre ami arrive. Non, je veux dire l'ami qui était ici, celui que vous avez emmené au téléphone. Le serveur a semblé perplexe. Je suis désolé, monsieur, je ne sais pas de qui vous parlez. Vous êtes seul depuis votre arrivée. Je l'ai regardé, confus. Ce type plaisantait? Ce n'est pas drôle, ai-je dit. Je me suis levé et suis allé vers l'arrière du restaurant. Brian, ai-je crié. Brian, tu es là. Je suis entré dans un petit couloir avec un téléphone et des toilettes. Il n'y avait personne. J'ai vérifié les toilettes pour hommes, toujours rien. Je suis retourné à l'avant du restaurant. Très bien, arrêtez de plaisanter, ai-je dit au serveur. Où est mon ami? Je suis désolé, monsieur, je ne sais pas de qui vous parlez. J'ai senti les regards se fixer sur moi. J'ai regardé autour et j'ai vu tout le personnel du restaurant debout, immobile, les yeux vides, me fixant. Le serveur s'est approché. Mais il y a un appel pour vous, a-t-il dit. Veuillez me suivre à l'arrière. Les serveurs se sont rapprochés lentement. Un bruit fort a retenti lorsqu'une brique a traversé la vitre avant du restaurant. J'ai regardé à travers le trou dans la vitre et j'ai vu que la manifestation pacifique à l'extérieur était devenue un chaos. Les manifestants cassaient les vitres des voitures et attaquaient les passants. La jeune femme qui lisait le poème était debout au milieu de la rue, regardant dans le restaurant avec un sourire fou. Nos regards se sont croisés un instant avant qu'une voiture de police ne la percute. Du sang a giclé partout. Le restaurant était en chaos. Les clients essayaient de s'échapper, poussant les serveurs de côté. J'ai attrapé l'enveloppe de Brian sur la table et j'ai sauté par la fenêtre brisée. La police arrivait, lançant du gaz lacrymogène et frappant les manifestants avec des matraques jusqu'à ce qu'ils saignent. Mais quelque chose n'allait pas. Ils étaient arrivés trop vite, presque immédiatement après que la manifestation soit devenue violente, comme s'ils attendaient pour agir. J'ai couru jusqu'à chez moi, monté les escaliers et ouvert la porte en grand. Lindsay coupait des tomates dans la cuisine. Elle a sursauté en me voyant entrer en trombe. J'ai claqué la porte derrière moi et l'ai verrouillée. « Mon Dieu, chérie, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas. Nous devons appeler la police. Brian a des ennuis. » « Quels ennuis? Qu'est-ce qui s'est passé? » Il a disparu. Il est parti répondre au téléphone, puis les serveurs ont prétendu qu'il n'avait jamais été là. Ma tête me fait mal, et je me suis effondré sur une chaise. Lindsay s'est précipité à mes côtés. « Chérie, calme-toi. Respire profondément. Tout ira bien, d'accord? Respire. » Je me suis redressé. Lindsay se tenait derrière la chaise, posant ses mains sur mon dos. Son geste m'a apaisé, et j'ai commencé à me calmer. « Tu as raison. J'ai juste besoin de réfléchir. Je ne sais pas par où commencer, ai-je dit. J'ai regardé l'enveloppe jaune dans ma main et l'ai ouverte. À l'intérieur,
il y avait une plus petite enveloppe avec l'inscription « Si quelque chose m'arrive, reste calme ». « Calme-toi » a dit Lindsay doucement, en me massant les épaules. « Quoi qu'il arrive, nous allons le gérer ensemble. » J'ai touché sa main et j'ai levé les yeux vers son reflet dans l'écran de télévision. « Merci, chérie, ai-je dit en souriant. Je me suis penché et j'ai ouvert l'enveloppe, en sortant une pile de documents. Le papier du dessus portait un seul mot écrit en noir au marqueur, « Fuis ». J'ai levé les yeux vers le reflet de Lindsay. Elle tenait un couteau levé, prête à me le planter dans le dos. J'ai aimé Lindsay dès la première fois que je l'ai vue. C'était son sourire qui m'avait attiré. Chaleureux, doux, avec une étincelle de malice dans ses yeux. Elle avait toujours ce sourire, même en levant le couteau pour me frapper. J'ai bondi du canapé juste au moment où la lame s'enfonçait dans mon épaule. Je suis tombé sur la table basse, touchant la blessure et sentant le sang chaud couler entre mes doigts. Je me suis roulé sur le côté, la regardant. « Mon Dieu, Lindsay, qu'est-ce que tu fais » ai-je balbutié. Elle m'a regardé fixement, sans me voir, souriant légèrement dans le vide. Lentement, elle a baissé la tête, ses yeux rencontrant les miens. « Tout ira bien » a-t-elle dit. Elle a contourné le canapé, lentement, méthodiquement, ses yeux ne me quittant pas. « Lindsay, ai-je dit en reculant sur le tapis, pose ce couteau. » Je ne plaisante pas. « S'il te plaît, pose-le. »« Calme-toi, chérie, a-t-elle dit d'une voix douce. Elle s'est approchée de la table, a pris la pile de papier de l'enveloppe de Brian, le couteau dans l'autre main. « Tu vas bien. Brian va bien. Tout le monde sera bien soigné. » Je me suis reculé jusqu'au mur de briques. Une douleur fulgurante a traversé mon épaule. Je me suis levé, haletant. « Arrête, ai-je dit. Ne fais plus un pas. S'il te plaît, arrête. Je dois faire quelque chose, chérie, a-t-elle dit. Elle s'est arrêtée à quelques pas de moi. Le silence pesant s'est installé. « Tu as été un amant si doux » a-t-elle craché, sa voix rauque me glaçant le sang. Dommage que ça se termine comme ça. Elle s'est précipitée vers moi, le couteau en avant. J'ai esquivé, attrapé son poignet et l'ai projeté contre le mur. J'ai frappé son poignet contre la brique, essayant de faire tomber le couteau. J'ai entendu un craquement humide d'os brisé, et j'ai haleté en la regardant, mais elle souriait toujours. Je l'ai jetée de côté, et elle est tombée au sol. Elle est restée là un moment, la lumière de la fenêtre l'éclairant comme dans un rêve. Des taches violettes sont apparues dans ma vision, et un cri aigu comme une aiguille a transpercé mon cerveau. Tout était faux. Cela ne pouvait pas arriver. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. La pilule, c'était sûrement la pilule que Brian m'avait donnée qui me rendait fou. J'avais juste besoin de me réveiller. Tout irait bien si je me réveillais. J'ai retiré mes mains et Lindsay était debout devant moi. Son sourire avait disparu. Un grognement sourd et rauque comme celui d'une bête a émané d'elle, et le couteau a fondu vers ma tête. Je me suis baissé, lui donnant un coup puissant dans les côtes. Elle a chancelé, est tombée contre la fenêtre, et le verre s'est brisé en 1000 morceaux. Elle est tombée à l'extérieur, s'accrochant au rebord de la fenêtre avant de tomber. J'ai couru, attrapé son poignet juste au moment où elle lâchait prise. Le couteau est tombé, tournoyant vers le sol, et les papiers de Brian ont volé comme de la neige. Lindsay m'a regardé, son sourire et sa colère disparus. Il ne restait qu'elle. Mon Dieu, a-t-elle sangloté? Qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, ma chérie, accroche-toi, ai-je dit. Mes mains étaient trempées de sueur et de sang. J'ai serré plus fort, sentant les os de son poignet cassé craquer. Elle a crié, secouant violemment son bras. Mes mains ont glissé jusqu'à ses doigts. Je t'en prie, ne bouge pas, utilise ton autre main pour t'accrocher. Je ne peux pas te remonter. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mon Dieu, ne me laisse pas tomber. Lindsay tremblait, haletant. J'ai essayé de la remonter, mais mon épaule brûlait de douleur, et je n'avais presque plus de force. Elle a glissé un peu plus. Je ne tenais plus que le bout de ses doigts. J'ai regardé dans ses yeux, humides, rouges et effrayés. J'ai senti ses doigts glisser des miens. Je t'en prie, a-t-elle murmuré. Puis elle est tombée. Je l'ai regardée tomber, ses yeux me suivant tout le long.
Son cri m'a transpercé, et le bruit de l'impact a résonné comme une rupture qui me hanterait à jamais. Les passants ont crié et ont couru vers elle. Ils se sont rassemblés autour de son corps inerte, et un homme s'est agenouillé à côté d'elle. « Elle est vivante » a-t-il crié. « Appelez le 911 ». J'ai couru vers la porte de l'appartement, attrapé une veste pour la couvrir en cas de choc, puis j'ai dévalé les escaliers. J'ai trébuché, heurtant mon épaule blessée contre une marche. La douleur m'a fait grincer des dents, mais j'ai réussi à me relever et à continuer à courir. Quand je suis arrivé à la porte d'entrée de l'immeuble, je l'ai poussée avec force. Elle avait disparu. J'ai regardé des deux côtés du trottoir. Pas de linceul, pas de foule, rien. Les passants marchaient comme si rien ne s'était passé. J'ai enfoncé mes mains dans mes cheveux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» ai-je murmuré. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» J'ai regardé de l'autre côté de la rue. Un homme en manteau noir et chapeau melon était là. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes interminables. Dans sa main, il y avait quelque chose de sombre, ressemblant à un smartphone, mais mince et transparent comme du verre. Il l'a touché, et j'ai senti une douleur comme une perceuse traverser mon cerveau. C'était lui. J'ai pensé que d'une manière ou d'une autre, tout cela était de sa faute. La colère a bouillonné en moi, m'incitant à traverser la rue et à le réduire en bouillie. Je pouvais imaginer son visage ensanglanté sur le trottoir, mais un morceau de papier soufflé à mes pieds m'a ramené à la réalité. Je me suis penché pour le ramasser. C'était la note de Brian, fuis. Je me suis retourné, ramassé quelques papiers éparpillés sur la route, et j'ai couru. Après quelques pâtés de maison, je suis entré dans une pharmacie. J'ai caché mon épaule ensanglantée sous ma veste et acheté quelques fournitures de premiers soins. « Y a-t-il des toilettes ici ?» ai-je demandé au caissier. « Vous n'allez pas vous shooter là-dedans, n'est-ce pas ?» a-t-il dit, me regardant avec méfiance. Je suis entré dans les toilettes et j'ai verrouillé la porte. J'ai essayé de panser ma blessure du mieux que je pouvais, puis j'ai regardé dans le miroir. Le mal de tête martelait comme un marteau dans mon crâne, et mes yeux commençaient à me brûler. J'ai avalé quelques ibuprofènes, mais je savais que ça n'aiderait pas beaucoup. J'ai sorti les papiers que j'avais ramassés dans la rue. Il y avait des scans IRM de cerveau avec certaines zones entourées et mises en évidence, une photo satellite ressemblant à une grande ville que je ne pouvais pas identifier, une liste de noms dont je reconnaissais certains politiciens et médias célèbres, et une note manuscrite de Brian qui semblait être la dernière page d'une lettre. Quitte la ville aussi vite que possible. N'emporte rien. Ne parle à personne. Monte dans ta voiture et va à nom d'une ville proche. Comme je l'ai dit, tu dois trouver LAF. Quand tu le trouveras, tu sauras quoi faire. Alors, voilà. Si tu lis ces lignes, nous ne nous reverrons probablement pas avant un moment, voire jamais. Souviens-toi juste que tu as toujours été mon meilleur ami, même si je ne l'ai jamais dit. Il n'y a personne d'autre à qui je puisse faire confiance pour exposer ces salopards avant qu'il ne soit trop tard. Tu réussiras là où j'ai échoué. Je le sais. Bon, assez parlé. Quoi qu'il arrive, trouve LAF. Brian. Un grattement comme des ongles sur un tableau noir a résonné dans ma tête, et j'ai eu l'impression que mon crâne allait se fendre. J'ai retourné la note. PS, désolé pour la pilule, mon pote. Elle empêche ces enfoirés d'entrer dans ta tête, mais elle a quelques effets secondaires assez désagréables. J'ai regardé dans le miroir. Un liquide noir et visqueux coulait du coin de mes yeux. Les derniers mots de Brian résonnaient dans ma tête alors que je partais vers le nord de la ville. Quoi qu'il arrive, trouve LAF. Dans ma main, j'avais un sac en plastique avec quelques articles achetés en chemin, des pansements pour mon épaule, un petit couteau de poche, une lampe torche, quelques sachets de noix et une bouteille d'eau. Pas grand-chose, mais assez pour tenir le coup en commençant ma quête pour trouver LAF. LAF. Mon Dieu, je ne savais même pas qui c'était ou comment le trouver. Brian n'avait pas eu le temps de m'expliquer cette partie avant de. J'ai secoué la tête, essayant de chasser ses pensées. Ma vision s'est brouillée, comme la route par une journée d'été chaude. Les effets secondaires de la pilule s'aggravaient, et je ne savais pas combien de temps ils dureraient. J'ai commencé à voir des choses qui n'existaient pas.
Plusieurs fois, en passant devant les vitrines des magasins, j'ai cru voir l'homme au chapeau melon, mais à chaque fois que je me retournais, il n'était pas là. Pourtant, j'aurais juré que sa silhouette se rapprochait. Je me suis dit que c'était juste mes yeux qui me jouaient des tours. Du moins, je l'espérais, car la pilule fonctionnait encore. Elle me protégeait de leur dispositif de contrôle. Ce qui était vraiment effrayant, c'était quand les effets de la pilule s'estomperaient. C'est là que j'aurais de vrais ennuis. Le dispositif de contrôle. Le contrôle mental. Ça semblait toujours aussi absurde, même après tout ce que j'avais vu aujourd'hui. Le gouvernement conspirant pour contrôler nos pensées. Tout le monde était impliqué. C'était encore plus fou que les théories des crackpots, au moins eux avaient une certaine logique. Avais-je des preuves? Juste les papiers de Brian. Rien de concret. Personne ne pouvait corroborer ce que j'avais vu. Même moi, j'hallucinais à cause de la pilule. Mon Dieu, avais-je vraiment poussé Lindsay par la fenêtre? Où avais-je fait ça? Ou tout cela n'était-il qu'une hallucination? Étais-je allongé dans un lit d'hôpital, écumant de rage, hurlant qu'ils entraient dans ma tête? Ne les laissez pas faire ça. Le monde était-il vraiment en danger, ou avais-je simplement perdu la raison? Quoi qu'il en soit, trouve LAF. D'accord, Brian, ai-je pensé. Je vais suivre ton plan. Je vais aller vers le nord. Si je ne trouve pas LAF, je profiterai de ma folie pour le reste de ma vie. On dit que ce n'est pas si mal. Si je le trouve, on verra. J'ai trouvé ma voiture garée à quelques pâtés de maison de mon appartement, en face d'un vieux bar miteux. Il y avait toujours de la place là-bas, car les vieux motards y faisaient parfois des dégâts en se remémorant leurs jours de gloire. Ma voiture avait quelques nouvelles bosses, mais peu importe. Je suis monté dans la voiture et j'ai posé mon sac sur le siège passager. Mon téléphone a sonné. C'était un message de ma mère. « Qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi. » J'ai regardé autour de moi. La rue était complètement déserte, à part un facteur qui travaillait. J'ai regardé à nouveau mon téléphone. C'était un risque stupide, mais je devais essayer de l'avertir. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu, inquiète. « Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? La police vient de m'appeler. Ils ont dit qu'il s'était passé quelque chose avec Lindsay. Tu vas bien? » Je vais bien, maman, mais tu dois m'écouter. Prends un sac, prends ce dont tu as besoin et conduis jusqu'à chez tante Clara. Tout de suite. Ne t'arrête pas. Ne t'inquiète de rien. Sors de la maison et pars maintenant. De quoi tu parles? Tu as des ennuis? Dis-moi ce qui se passe. Je ne peux pas, je suis désolé, mais je ne peux pas expliquer maintenant. Je suis impliqué dans quelque chose de gros, et il pourrait essayer de te faire du mal. Je t'expliquerai plus tard, mais va chez Clara et dis à l'oncle Jim que je lui donne la permission de tirer sur quiconque s'approche. Il aimera ça. Crois-moi. Qui essaie de te faire du mal? Lindsay va bien? J'ai avalé ma salive. Lindsay va bien, maman. C'est juste que Brian et moi enquêtons sur quelque chose, et je n'ai pas le temps d'expliquer. Tu sais comment il est. Je sais depuis quand il te traîne vers le bas. Paresseux, malodorant comme des chips moites. Je ne comprends pas pourquoi tu... Est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Ai-je crié? Je suis en danger. Un vrai danger. Et ça veut dire que toi aussi. Sors de la maison et trouve un endroit sur maintenant. Tu comprends? Comment oses-tu me crier dessus comme un voyou de bar crasseux? Je ne pensais pas que mon fils me parlerait comme un malappris. Mon Dieu, maman. Attends, comment sais-tu que je suis devant un bar? Un silence à l'autre bout du fil, puis sa voix est devenue douce mais glaciale. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi, mon chéri. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait avant que la vitre du côté conducteur ne se brise. Le facteur a enfoncé son poing serré à travers la vitre. Il a attrapé ma veste et m'a tiré violemment. J'ai crié, frappant sa tête à plusieurs reprises, essayant de le faire lâcher prise, mais mes coups ne l'ont pas fait fléchir, et ses mains comme des pinces tenaient toujours mon col. J'ai attrapé le volant, essayant de me libérer de la fenêtre, tendant la main vers le siège passager. J'ai vu le couteau juste hors de portée.
Avec mon autre main, j'ai tâtonné son visage et enfoncé mon pouce dans son œil. Il a relâché un peu sa prise, et j'ai attrapé le couteau. L'adrénaline a déferlé dans mes veines alors que je déployais la lame et la plantais frénétiquement dans son visage. Ses yeux étaient toujours froids et vides, comme ceux d'un loup. Il a tiré plus fort, me rapprochant de la fenêtre. La terreur m'a envahi. J'ai rassemblé toute ma force et planté le couteau dans sa gorge. Il a lâché prise, ses deux mains agrippant la blessure qui saignait. J'ai ouvert la portière, l'ai frappé dans l'estomac, et il est tombé à la renverse sur la route. J'ai mis les clés dans le contact et j'ai démarré en trombe. Dans le rétroviseur, j'ai vu l'homme au chapeau melon debout à côté du facteur qui se tordait de douleur sur la route. Il m'a regardé partir. Peut-être que c'était mon imagination, mais j'ai cru le voir hocher légèrement la tête avant que je ne tourne au coin de la rue. À la fin de la journée, je suis arrivé dans la ville dont Brian avait parlé dans sa lettre. C'était une petite ville côtière pittoresque, à environ 200 miles de la ville. C'était mignon, je me souvenais que Lindsay et moi avions séjourné dans un bed and breakfast ici quand nous commencions à sortir ensemble. J'ai caché ma voiture dans une forêt à quelques miles de la ville et j'ai marché le reste du chemin. J'avais jeté mon téléphone par la fenêtre après avoir échappé au facteur, et maintenant dans ma poche, il ne me restait que quelques billets froissés et la lampe torche. De loin, j'ai vu le vieux phare, symbole de la ville. Il se dressait fièrement sur les rochers, toujours en service bien qu'il n'ait pas été utilisé depuis des années. En m'approchant de la côte, la petite ville est devenue plus claire. J'ai descendu la rue principale, déserte sous la lumière pâle de l'après-midi. En pleine saison touristique, cette rue serait bondée de familles achetant des souvenirs et mangeant des fritures grasses, mais maintenant elle était froide, déserte, et le bruit de mes pas me faisait frissonner. LAF, Brian, ai-je pensé. Si seulement tu pouvais m'aider un peu plus. Que dois-je faire? Entrer dans un bar et demander si quelqu'un le connaît. J'ai tourné au coin et j'ai vu le seul restaurant de la ville encore ouvert, The Pink Coral Bar and Grill. J'ai soupiré. Putain de merde. Je suis entré, sentant tous les regards de la pièce se tourner vers moi. Il semblait dire, le gars de la ville est arrivé. Je me suis assis au comptoir et j'ai commandé un verre. Ma tête tournait et je me suis frotté les yeux avec mon pouce et mon index. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu l'homme au chapeau melon se refléter dans le miroir derrière le comptoir. J'ai retenu mon souffle et me suis retourné. Il n'y avait personne. Calme-toi, mon pote. On ne mord pas, a dit le barman, et quelques gars dans le bar ont ri fort. J'ai essayé de rire aussi, un effort faible pour paraître normal. Qu'est-ce qui t'amène ici? Du tourisme, a demandé le barman. Ouais, juste un petit road trip sur la côte pour me détendre, ai-je dit. Tu as l'air d'en avoir besoin, mon pote, a-t-il dit, et ils ont ri à nouveau. Ouais, probablement. Dit, un vieil ami vivait ici il y a longtemps. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Il s'appelle LAF. Tu sais s'il est toujours ici? Le barman a souri largement. Ce gars cherche LAF, a-t-il crié, et tout le bar a éclaté de rire. Tout le monde s'est retourné pour me regarder. Ouais, a dit le barman. Je suppose que ce vieux fou est toujours ici. Tu sais où il est? Bien sûr, a-t-il dit en riant. Il n'y a qu'un seul endroit où le trouver. Je me tenais au milieu du cimetière dans la lumière déclinante, regardant la simple pierre tombale devant moi. Sébastien Lafarge. 19 février 1931, 22 juillet 2010. Ensemble, nous illuminerons les ténèbres. D'accord, Brian, ai-je murmuré. Je l'ai trouvé. Tu as dit que je saurais quoi faire quand je le trouverais, et je l'ai fait. Et maintenant? Je suis sorti du cimetière, retournant vers la ville. J'avais sûrement manqué quelque chose. Peut-être que LAF était un nom de code, et que je devais le contacter d'une autre manière. Ou peut-être qu'il y avait un autre LAF dans la ville, et que les gars du bar se moquaient de moi. Ou peut-être que j'étais vraiment fou. Ma tête commençait à moins me faire mal. La pilule perdait son effet, ou j'étais vraiment fou, ou ils étaient sur le point d'entrer dans mon esprit. Quoi qu'il en soit, j'étais dans une impasse. J'ai donné un coup de pied dans une tasse en plastique avec une image du phare sur le trottoir.
Les larmes ont brouillé ma vision. De tous les endroits où cette histoire aurait pu se terminer, pourquoi ici? Pourquoi devais-je atteindre le fond dans cette ville touristique minable, pleine de bars miteux, de souvenirs bon marché et de tasses en plastique stupides avec des images de phares ringards? Le phare. Ensemble, nous illuminerons les ténèbres. J'ai couru vers le vieux phare alors que la dernière lueur rose disparaissait du ciel. Le vent sifflait, faisant claquer ma veste alors que je grimpais le chemin de pierre menant à la base du phare. J'ai allumé ma lampe torche, trouvé une vieille porte en fer rouillée sur le côté. Elle était verrouillée, mais quelques coups de pied vigoureux l'ont ouverte. Je suis monté les escaliers jusqu'à la salle de la lanterne. La lumière de la lampe torche a balayé la pièce. Tout était sombre et poussiéreux, avec l'ancienne lanterne brisée comme un squelette dépouillé. J'ai regardé autour de moi. À part quelques vieux équipements, il n'y avait rien d'inhabituel. Super, maintenant j'ai du vandalisme à ajouter à ma longue liste de crimes, ai-je pensé. Je me suis retourné vers les escaliers. Deux mains rugueuses et lourdes se sont agrippées à mes épaules et m'ont jeté au sol. J'ai crié, mais une ombre m'a maintenu au sol et m'a bâillonné. Une lame froide a touché ma gorge. « Que fais-tu ici? »« Qui t'envoie ?» a demandé une voix d'acier. La main a quitté ma bouche et j'ai balbutié entre mes respirations haletantes. Mon ami Brian. Il m'a dit de venir ici. Il a attrapé mon visage, le tournant d'un côté à l'autre, puis il m'a relâché et m'a aidé à me relever. Désolé pour ça, a-t-il dit. Je devais m'assurer que c'était vraiment toi et pas eux qui contrôlaient ton esprit. Dans des moments comme ceux-ci, on ne peut jamais être trop prudent. Qui êtes-vous? Ai-je demandé. Il s'est avancé dans la lumière de la lune. Je suis Sébastien Lafarge. Nous avons beaucoup à discuter, mon ami. Donc, LAF. Quel était le plan? C'était un homme grand et imposant, avec une moustache épaisse et des cheveux gris emmêlés. Des cernes profonds sous ses yeux, et son corps dégageait une odeur de sueur mêlée à celle du bois moisi. Je ne comprenais pas comment il avait pu me surprendre sans que je sente son odeur avant. J'ai cligné des yeux. Brian m'a dit de vous trouver. Je pensais que vous aviez un plan. Lafarge a secoué la tête. Brian était le cerveau. Je suis juste la façade pour faire bonne figure. Où est-il? Il est en route. J'ai baissé les yeux vers le sol. Quand j'ai levé les yeux, l'expression de Lafarge s'était assombrie. Merde, a-t-il dit. Je suppose que ça veut dire que la phase 2 a commencé. La phase 2. Brian vous a dit combien? J'ai raconté tout ce qui m'était arrivé, la disparition de Brian, l'émeute devant le restaurant, l'incé m'attaquant, l'homme au chapeau melon et tous les événements qui m'avaient conduit à notre rencontre au phare. Lafarge a secoué la tête. Eh bien, tu as commis toutes les erreurs stupides qu'une personne peut faire, mais au moins tu es toujours en vie. C'est probablement pour ça que Brian te faisait confiance. Parce que tu as de la chance, pas parce que tu es intelligent. Je pouvais comprendre pourquoi lui et Brian s'entendaient bien. Si nous n'avons pas de plan, nous devrions au moins quitter ce phare, ai-je dit. D'accord. J'ai un endroit sur à quelques heures d'ici. Ça nous ira jusqu'à ce que nous décidions de la prochaine étape. Mais d'abord, il a sorti une pilule blanche de sa poche et me l'a tendue. J'ai hésité. Ne t'inquiète pas, a-t-il dit. C'est une version beaucoup plus légère que les anciens lots. Ça ne te rendra pas fou. Du moins, je l'espère. J'ai avalé la pilule. Nous avons quitté le phare et sommes partis vers la ville sous la lumière froide de la lune. Lafarge tenait dans sa main un appareil étrange, ressemblant à un tas de composants électroniques bricolés. De temps en temps, il y jetait un coup d'œil. « Tu t'inquiètes pour rien » a-t-il dit, les yeux toujours rivés sur l'appareil. « Cette ville est propre. Il n'y a pas de stingray dans un rayon de plusieurs miles. Ils n'ont qu'une portée de quelques centaines de pieds, donc nous sommes en sécurité pour l'instant. Stingray, c'est le nom du dispositif de contrôle mental. Tu es rapide, mon gars. Comment savez-vous autant de choses à ce sujet? » Lafarge a souri, un sourire amer. Parce que j'ai aidé à le créer. Je suis monté dans la cabine du vieux pick-up rouillé de Lafarge et nous avons roulé dans la nuit.
Il a gardé la voiture sur les routes de campagne désertes, et les lumières intermittentes à travers les branches des arbres dessinaient des ombres et des lumières sur son visage alors qu'il commençait à parler. 2008 a effrayé tout le monde, a-t-il dit. Avant cela, le gouvernement américain vivait dans un monde imaginaire. Nous avions vaincu le communisme et nous étions seuls en tant que dernière superpuissance mondiale. Nous étions au sommet de la pyramide mondiale, libres d'exercer notre volonté comme nous l'entendions. Mais il y avait des fissures dans l'armure. Le 11 septembre, la guerre en Irak, l'ouragan Katrina. Mais pour les dirigeants, ce n'était que des accros sur la route. Aucune raison de paniquer. Il suffisait d'ajuster un peu la stratégie, de mettre un homme de couleur à la Maison-Blanche, et tout irait bien. Mais à l'automne 2008, la crise financière a frappé. Le commerce mondial s'est arrêté pendant quelques jours. Pendant un moment terrifiant, tout le système semblait pouvoir s'effondrer. Et tous les économistes sensés disaient la même chose, ce n'est que le début. Les vieux dirigeants ont finalement vu la vérité. Ils marchaient dans un champ de mines, et la première mine avait explosé. Dans les années 30, c'était plus facile. La grande machine industrielle de l'Amérique tournait encore à plein régime, et il y avait assez de ressources pour sortir le monde du gouffre. Mais maintenant, ce n'était plus le cas. Les ressources restantes étaient entre les mains de ceux qui refusaient de les partager. Peut-être qu'un milliardaire ferait un don pour la recherche sur le cancer pour gagner des points avec Saint-Pierre, mais la plupart des magnats ont dit à Washington, nous ne paierons pas pour ce désordre. Trouvez une autre solution. Mais c'était une énigme sans solution. Qui pourrait stabiliser le système? La Chine? La Chine était un château de cartes, à une bulle immobilière de l'effondrement. L'Inde? L'Inde était un mendiant prétentieux. Et la Russie? La Russie creusait frénétiquement pour le pétrole comme un drogué cherchant sa dernière veine. Non, il n'y aurait pas de New Deal. Et l'histoire montre que quand un gouvernement ne peut plus gouverner, finalement, le peuple se révolte. La démocratie et le commerce ne sont plus compatibles. L'un des deux doit disparaître. Alors un plan a été élaboré. Des budgets ont été alloués. Une petite station de recherche a été construite dans le désert. Tout a été approuvé par un mémo top secret détaillant les 3 phases d'un projet désespéré, l'opération Stingray. Ils m'ont amené pour la phase 1, les tests et les expériences. J'étais ingénieur, même si dans ma jeunesse, j'avais un peu touché à la biochimie. Je détestais l'idée de travailler pour le gouvernement, mais l'argent qu'ils offraient était incroyable. J'ai volé jusqu'en Utah et je suis entré dans la station de recherche du département de la défense des RS 117, pensant que j'avais gagné le gros lot. Dès le début, c'était bizarre. Ils ne donnaient que des instructions vagues, ne disant jamais ce que nous faisions réellement. Nous n'étions pas autorisés à nous lier d'amitié avec qui que ce soit en dehors de notre groupe, et nous étions surveillés en permanence, jour et nuit. Finalement, un groupe d'entre nous a confronté le chercheur principal, un type que nous connaissions sous le nom de Docteur d'ailleurs. Nous lui avons dit que c'était ridicule de s'attendre à ce que nous fassions notre travail sans savoir ce que nous faisions. Alors il a organisé une démonstration. Il nous a fait asseoir devant une table avec une cage à souris dessus. Il a poussé un appareil étrange sur une table roulante et a commencé à taper sur un clavier. La souris s'est immobilisée. D'ailleurs a tapé quelques commandes supplémentaires, et la souris a lentement commencé à ronger sa propre patte. J'étais choqué et dégoûté. Je me suis tourné vers le visage de Dyer. Il souriait, un sourire effrayant et inhumain de quelqu'un qui se délecte du pouvoir. Nous étions horrifiés. Certains d'entre nous ont demandé à être retirés du projet, mais d'ailleurs nous a tous dit la même chose, vous avez signé un contrat. Vous nous appartenez. Ensuite, ils ont resserré leur contrôle. Nous n'étions pas autorisés à appeler chez nous, à sortir, même à parler entre nous de quoi que ce soit en dehors du projet. Ils avaient des gardes armés dans chaque pièce. C'était surréaliste et effrayant, comme un épisode de La 4e dimension, point. Un jour, ils nous ont réveillés et nous ont annoncé que nous avions rempli nos obligations contractuelles et que nous étions libres de partir. Nous nous sommes entassés dans un vieux camion militaire et sommes partis. Je n'aurais pas dû être surpris quand le chauffeur s'est arrêté, nous a ordonné de descendre et a commencé à nous faire marcher dans le désert. Il nous a tirés dans le dos, et tout le groupe est tombé dans un tas sanglant. J'étais le chanceux.
La balle a traversé mon épaule sans toucher quoi que ce soit d'important. Je suis resté immobile sur le sol pendant que le soldat s'approchait. Il a tiré 2 balles dans la tête de chaque personne dans la rangée. J'ai attendu qu'il arrive à côté de moi, puis j'ai bondi, lui ai arraché son arme et lui ai tiré 2 balles dans la tête. Ensuite, j'ai pris le camion et je suis parti. Quand je suis revenu dans le monde civilisé, j'ai vu les nouvelles parler de la mort de tous les membres du projet et de leurs familles. Tous étaient morts dans des accidents tragiques, accidents de voiture, incendies, noyades soudaines. Selon les nouvelles, j'étais mort d'une crise cardiaque massive. Mais ma famille était la seule à ne pas être morte avec moi. C'était un message. D'ailleurs voulait dire, ne pense pas à te montrer, ou ta femme et tes enfants paieront le prix. Alors je me suis caché dans l'ombre, déterminé à trouver un moyen d'exposer tout ça. Depuis lors, j'ai dû fuir. Ils ont amené un nouveau groupe pour nous remplacer, et maintenant il semble qu'ils soient passés à la phase 2. Qu'est-ce que la phase 2, ai-je demandé. Nick, à ton avis? Opération sur le terrain. Contrôle des foules. Assassinat ciblé. Utiliser Stingray pour éliminer les ennemis et empêcher les masses de se regrouper en une menace quelconque. C'est une réalisation incroyable, mais en fait, c'est assez simple. L'émeute que tu as vue, par exemple. Ils n'ont pas besoin de contrôler le cerveau de tout le monde pour faire ça. Peut-être qu'un seul Stingray a augmenté l'agressivité de quelques manifestants, et ça a suffi à enflammer la foule. C'est tout ce dont ils ont besoin, la capacité de contrôler quelques éléments clés à quelques moments clés, assez pour faire pencher la situation en leur faveur. Avec un peu de temps et un bon plan, ils pourraient contrôler une ville entière avec seulement une petite équipe. Placer une équipe comme ça dans chaque grande ville, infiltrer quelques gouvernements étrangers, et je suis sûr que d'ailleurs pense qu'il peut contrôler le monde entier comme ça. Et le plus effrayant, c'est qu'il pourrait avoir raison. Qui est derrière tout ça, ai-je demandé. Lafarge a haussé les épaules. Officiellement, c'est le département de la Défense, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment le contrôle. Certains d'entre eux ont eu peur et ont essayé de débrancher la prise il y a quelques mois. Ils sont morts peu après, officiellement par suicide. Peut-être que le président dirige tout ça, ou peut-être qu'il est lui-même sous le contrôle de Stingray, comme tout le monde. La personne la plus proche d'un rôle de leadership sur le projet est d'ailleurs, mais il ressemble plus à un savant fou qu'à autre chose. Mais je pense que tu l'as déjà rencontré, n'est-ce pas? L'homme au chapeau melon. Exact, a dit Lafarge, son visage sombre. C'est un vrai sadique. Juste l'idée qu'un homme aussi assoiffé de pouvoir ait un contrôle illimité me fait plus peur que tout dans cette situation. J'ai regardé par la fenêtre, mon esprit envahi par la peur, n'osant pas poser la question qui comptait vraiment. J'ai pris une profonde inspiration. Si c'est une opération en 3 phases, quelle est la phase 3? Lafarge a secoué la tête. Quoi que ce soit, c'est énorme. La plus grande section de l'installation est derrière une porte marquée « Développement de la phase 3 ». D'ailleurs est le seul que j'ai jamais vu entrer et sortir de là. Il y a des murmures, des rumeurs, mais personne ne sait ce qu'il fait là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que si la phase 2 est déployée, la phase 3 doit être presque terminée. Nous avons quitté la route principale et emprunté un chemin de gravier longeant une petite maison cachée au fond des bois. Lafarge a arrêté la voiture et a passé la vitesse au point mort. « Écoute, a-t-il dit. Je sais que tout ça est beaucoup à digérer. Je sais que ça semble insurmontable, mais ils ne sont pas invincibles. Ils ont des faiblesses. Ils ont fait de Stingray un appareil portable, mais le prix à payer, c'est que son signal est faible. Ils doivent être près de toi pour que l'appareil fonctionne, et ça limite considérablement son efficacité. Et puis il y a la pilule. J'ai dû creuser profondément dans mes vieilles connaissances en biochimie pour la créer, mais elle semble fonctionner. Si nous trouvons un moyen de la produire en masse et de la mettre entre les mains du public, nous pourrions renverser la vapeur. Et surtout, a-t-il continué, nous avons la vérité de notre côté. C'est la seule chose qui a empêché Brian d'abandonner. Le fait qu'il éclairait les ténèbres. Quand il m'a dit qu'il essaierait de t'amener au point de rendez-vous, j'ai su qu'il avait vu quelque chose en toi. Quelque chose qui lui faisait croire que tu serais dévoué à faire ce qui est juste. Il croyait en toi, alors moi aussi. Il a ouvert la portière. Allez, on a du travail à faire. C'était il y a quelques semaines.
Depuis, nous avons travaillé sans relâche, améliorant la formule de la pilule et répandant la vérité à tous ceux qui voulaient bien écouter. Nous avons toujours été en mouvement, nous abritant dans des endroits sûrs que Lafarge avait établis à travers le pays. Nous avons failli être attrapés quelquefois, mais nous avons toujours réussi à nous échapper à temps. Beaucoup d'entre vous penseront que je suis fou, mais j'écris tout ça pour faire la lumière sur la vérité. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse, la plus importante étant la nature de la phase 3. Mais je continuerai à mettre à jour au fur et à mesure que nous découvrirons plus d'informations. Pour l'instant, je suis assis ici, attendant que Lafarge revienne de la ville avec des provisions. Raconter toute cette histoire m'a fait me sentir beaucoup mieux. Je me sens moins seul en sachant qu'il y a d'autres personnes là-bas qui partagent ce fardeau. Peut-être que certains d'entre vous nous aideront à combattre et à commencer une vague assez grande pour vaincre toute cette opération. C'est étrange. Je regarde par la fenêtre, contemplant les arbres, et même en sachant à quoi je suis confronté, je ressens de l'espoir. L'espoir que nous puissions changer les choses. Que nous puissions déclencher un mouvement trop grand pour qu'ils puissent le contrôler. Que nous puissions réveiller les gens et leur montrer la vérité. Non, 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 non. Des lumières. Des lumières à la fenêtre. Un hélicoptère. Des cris. Des soldats. Du verre brisé. Le chapeau melon. Ils m'ont trouvé. Mon Dieu, Jésus, aide-moi. Ils m'ont trouvé. La voiture s'est arrêtée brusquement. Nous y sommes, salopard, a dit une voix glaciale. Une crosse de fusil a frappé violemment mes côtes déjà meurtries, me faisant tomber sur la route. Du sang et de la bave ont jailli de ma bouche. J'ai craché à travers mes dents serrées, l'intérieur de la cagoule empestant la chair pourrie, comme si j'étais dans mon propre monde de mort. Je me suis relevé, et une paire de mains gantées a serré ma claville cassée, me tirant debout. J'ai respiré bruyamment, crachant quelque chose qui avait le goût de rouille. Je me suis traîné sur la route, les menottes aux chevilles et aux poignets gonflés ne me permettant de bouger que de quelques centimètres à la fois. Il y avait un petit trou dans la cagoule, et à travers lui, je pouvais voir quelque chose. Des lumières aveuglantes. Des tours de garde. Des gardes armés et des chiens d'attaque à environ 50 pas de moi. L'homme au chapeau melon s'est avancé vers une grande porte double. La porte s'est ouverte à son approche, et les gardes à l'intérieur se sont mis au garde à vous. La crosse du fusil m'a de nouveau frappé, me forçant à avancer plus vite. En passant la porte double, j'ai lu les mots dessus, des ARS 117. Je me tenais nu dans une pièce brillamment éclairée par des lumières fluorescentes. Un garde a utilisé un tuyau d'eau glacée pour me laver. Il a éteint le tuyau et a ri en voyant mon corps tremblant. Un rat dans les égouts, a-t-il dit, puis il m'a jeté une combinaison orange. Ils m'ont emmené dans une cellule pas plus grande qu'un placard, me poussant violemment à l'intérieur. La lourde porte s'est refermée. J'ai regardé autour de la pièce. Elle était complètement vide, à part une cuvette en pierre dans un coin et 4 caméras de surveillance montées au plafond. Je me suis assis sur le sol en métal froid, la tête entre les genoux. « Ne t'assieds pas », a dit une voix quelque part, et une vague de douleur a déchiré mon corps. Un courant électrique a traversé le sol, me forçant à me lever. Je suis resté debout, marchant de long en large, puis debout à nouveau pendant des heures. J'ai essayé de m'appuyer contre le mur, mais le courant électrique m'a de nouveau frappé. Mes pieds étaient engourdis. J'ai chancelé, essayant de garder l'équilibre, mais finalement, mes jambes ont cédé et je me suis effondré sur le sol. Je me suis préparé à la douleur. La porte s'est ouverte. Il veut te voir. 2 gardes m'ont emmené à travers un labyrinthe de couloirs éclairés. Des personnes en blouse de laboratoire et en uniforme militaire se précipitaient dans l'installation. En passant, elles évitaient tous mon regard. Nous sommes arrivés à un couloir bordé d'une porte au fond. En approchant, j'ai vu une autre personne en combinaison orange sortir, escortée par son propre groupe de gardes. Ma vision était floue et déformée, mais il avait l'air familier. J'ai plissé les yeux, essayant de mieux voir en approchant. Brian. Oh mon Dieu, Brian. Tu vas bien? J'ai crié quand nous nous sommes croisés. Sa tête s'est levée, et j'ai vu son visage. Hâve, creusé, couvert de bleu et de cicatrices fraîches.
Ses lèvres étaient gercées et blanches, et une partie de son oreille avait été arrachée. Mais c'étaient ses yeux qui m'ont terrifié. Noirs et vides, les yeux sans âme d'un homme brisé. Il m'a regardé à travers, pas moi, puis a baissé la tête. Les gardes m'ont poussé en avant. Nous sommes entrés dans une petite pièce, et j'ai été attaché à une chaise en métal. L'homme au chapeau melon était debout, tourné vers moi, regardant le mur. L'être humain est une créature incroyable, a-t-il dit. Pas à cause de sa créativité, de sa raison ou de son habileté, ou de toute autre qualité dont il se vante. Non. L'être humain est incroyable pour une seule raison, sa capacité à se mentir à lui-même. Il pense qu'il est au-dessus de la nature, séparé d'elle. Il se raconte des histoires sur les lois et la morale pour se convaincre qu'il est plus proche des dieux que de la terre boueuse. Mais l'homme n'est pas fait d'air. Il est fait de chair, et il crie quand cette chair est déchirée. Il tremble quand il est menacé et gémit quand il est battu. L'homme est un animal, comme tous les animaux, et une seule loi régit les animaux, les forts dominent les faibles. Il s'est retourné, son visage ridé et pâle paraissant fragile, si ce n'était pour la flamme de folie dans ses yeux. « Tu as causé beaucoup de problèmes pour nous, mon garçon, a-t-il dit en toussant dans un mouchoir. Je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps, et tu en as fait perdre beaucoup. Lafarge est mort. Où est Lafarge, ai-je demandé. Il a souri. Lafarge n'a jamais cessé de travailler pour nous. Il a juste arrêté d'être payé. Sa mission était de trouver les faiblesses du projet, et il a très bien réussi, même s'il ne réalisait pas qu'il nous aidait. En sachant comment la pilule fonctionne, nous développerons la prochaine génération de Stingray, rendant impossible pour quiconque de nous empêcher d'entrer dans votre esprit. Bien sûr, il reste encore des recherches à faire, mais nous apprendrons tout en disséquant son cerveau. J'ai lutté pour me libérer de la chaise, mais les liens me retenaient fermement. Espèce de salaud, ai-je crié. Il s'est approché, regardant fixement mon visage. S'il te plaît, a-t-il dit. Appelle-moi d'ailleurs. Toi et moi allons travailler très étroitement dans les jours à venir. Les effets de la pilule te protègent encore, mais c'est bien. Je vais faire ça à l'ancienne. Il a fait signe à un garde, puis a pris une matraque en caoutchouc de ses mains. Il l'a levée et l'a abattue sur ma main gauche. Les os se sont brisés, et la douleur a traversé mon bras. J'ai serré les dents. Je ne crierai pas. Il a frappé ma bouche, et des dents sont tombées sur le sol en pierre. Il a frappé mon genou, et le craquement a résonné jusqu'à ma cuisse. Mais je n'ai pas dit un mot. J'ai haleté. C'est tout, ai-je dit. D'ailleurs a souri. Excellent, vraiment excellent. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial chez toi. Il a fait signe aux gardes. C'est assez pour maintenant. Emmenez-le. Les gardes ont détaché les liens et m'ont soulevé. J'ai chancelé vers la porte. Alors que nous quittions la pièce, d'ailleurs a crié. Ramenez son ami ici pour une autre leçon. La douleur d'une décharge électrique m'a réveillé. J'avais perdu connaissance, mais je ne savais pas pendant combien de temps. J'ai chancelé, me levant juste au moment où les gardes entraient pour m'emmener à nouveau. Ils m'ont allongé sur une table en métal avec des sangles retenant mon corps. D'ailleurs s'est assis à côté, caressant doucement mes cheveux. La phase a été la plus difficile, a-t-il finalement dit. La science était à la traîne par rapport à nos besoins d'une décennie, et les meilleurs esprits dans ce domaine n'étaient pas enthousiastes à l'idée des objectifs du projet. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à pointer Stingray vers eux et les forcer à faire ce que nous voulons. Mais à l'époque, nous devions utiliser des méthodes plus traditionnelles. Il a trempé une petite aiguille dans un liquide clair et l'a enfoncé dans mon bras. Une douleur brûlante a traversé mes veines, consumant tout mon corps dans une agonie aveuglante. J'ai griffé la table jusqu'à ce que mes ongles se cassent. Après ce qui a semblé une éternité, la douleur s'est atténuée. La phase 2 était beaucoup plus simple, a continué d'ailleurs. Nos premiers agents étaient des psychologues, mais nous avons vite réalisé que ce n'était pas nécessaire. Comme je l'ai dit, l'homme est un animal. Quand il a faim, il mange. Quand il a peur, il fuit. Quand il est en colère, il tue. Si vous appuyez sur les bons boutons, vous pouvez les faire faire ce que vous voulez. Il a levé une autre aiguille. La réaction, a-t-il dit en enfonçant l'aiguille dans mon bras.
J'ai senti comme du fil de fer barbelé déchirer mes veines. Ma vision s'est élargie, les bords devenant flous, et la pièce a semblé s'éloigner. J'ai pensé que j'allais mourir jusqu'à ce qu'un seau d'eau froide me soit jeté au visage, me ramenant à la réalité. Non, nous n'avions pas besoin de psychologue, a dit d'ailleurs. Nous avions juste besoin de ceux qui étaient assez forts pour appuyer sur la gâchette. Bien sûr, le projet est loin d'être parfait. Il y a toujours la possibilité qu'un mouvement populaire trop grand pour que nous puissions le contrôler se forme. Le problème qui a tourmenté les dirigeants depuis l'époque de César est de savoir comment briser la volonté de la foule une fois pour toutes. Nous avons décidé d'avancer jusqu'à ce que nous résolvions l'équation finale de l'histoire. Mes lèvres ont tremblé, murmurant sans son. D'ailleurs s'est penché, mettant son oreille près de ma bouche alors que j'essayais de former des mots. Finalement, j'ai réussi à faire sortir quelques mots étouffés de ma gorge. Qu'est-ce que la phase 3? D'ailleurs, Harry en préparant une autre aiguille. Ma conscience a glissé dans le néant, et j'ai lentement réalisé que j'étais attaché à une chaise sous une lumière solitaire dans une pièce sombre. Alors que mon esprit revenait à la réalité, j'ai vaguement remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce avec moi. Je suis désolé, mon chéri. Ma tête s'est levée. Lindsay, ai-je appelé? Lindsay, où es-tu? Elle est entrée lentement dans la lumière. Sa tête était rasée, une cicatrice en dents de scie traversant son cuir chevelu. Un de ses bras était dans un plâtre, et son pied gauche était ordu et déformé. Mon Dieu, Lindsay, ai-je dit, les larmes aux yeux. S'il te plaît, crois-moi. Je ne voulais jamais te faire de mal. C'est d'ailleurs, ce monstre. Il fait tout ça. Oh mon Dieu, Lindsay, je suis si content que tu sois en vie. Elle s'est approchée, ses yeux doux et tristes. Elle a touché doucement ma joue. Je suis désolé, a-t-elle dit. Ce n'est rien, Lindsay. Je suis désolé aussi. Je sais que ce n'était pas vraiment toi. Je sais que c'était d'ailleurs qui. Elle a secoué la tête. Non, mon chéri. Je suis désolé de ne plus t'aimer. Quoi? D'ailleurs est sorti de l'ombre. Il n'y a rien de toi que nous ne puissions prendre, a-t-il dit. Tu comprends, n'est-ce pas? Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu aimes, même ce qu'il y a dans ta tête, tout nous appartient, à prendre ou à laisser selon notre volonté. Il a posé un doigt sur sa nuque, caressant doucement. Lindsay a fermé les yeux, gémissant doucement. Tant que tu résisteras, je continuerai à te prendre ce qui est à toi, a-t-il dit. Je te dépouillerai jusqu'à l'os si nécessaire. Je te réduirai à néant jusqu'à ce que je trouve ton âme. Et puis, je l'écraserai en poussière. Et quand tu seras complètement vide, je te donnerai une dernière tâche. Ses mains tachetées ont remonté son bras, et elle a soupiré. J'ai secoué la tête. Lindsay, écoute-moi. Tu dois résister. Ce n'est pas toi. Il est dans ta tête. Il te fait faire des choses que tu ne veux pas faire. D'ailleurs, a souri en tirant la fermeture de sa robe. Elle a l'air très désireuse, n'est-ce pas? Il m'a forcé à regarder. J'étais dans une cellule. Il essayait de me briser. Je pensais qu'il n'avait pas besoin d'informations, même si j'en avais à lui donner. Il voulait conquérir mon esprit, et il voulait le faire sans Stingray. Il voulait me réduire à un tas de ruines, et seulement quand je serais à genoux, implorant sa pitié, il me tuerait. Mais je ne laisserai pas ça arriver. Il pouvait me torturer jusqu'à la mort, mais avec le peu de force qui me restait, je lui cracherais au visage. S'il me tuait, il le ferait en sachant que je lui avais résisté jusqu'à la fin. Et si je pouvais le faire, d'autres le pourraient aussi. Nous nous ressemblons, toi et moi, a dit d'ailleurs en me poussant dans les couloirs sur un fauteuil roulant. J'ai reniflé. Je ne suis pas comme toi. Vraiment? Le contrôle mental n'est pas nouveau. Les organisations du monde entier le pratiquent depuis des siècles, même sous des formes rudimentaires. Guerre psychologique, lavage de cerveau, propagande et drogue. Mon jeune ami, tu es un propagandiste né. Où penses-tu que nous n'avons jamais vu ça? Il m'a tendu une tablette avec un navigateur web ouvert. J'ai regardé le titre de la page, l'opération Stingray est en cours. Que Dieu nous protège. Vraiment fascinant, a-t-il dit. Tu as posté ton histoire pour que le public la lise, croyant que tu portais un coup puissant pour la liberté.
Tu pensais que tu pouvais inciter les lecteurs à agir et déclencher un mouvement pour nous renverser. Tu pensais que tu pouvais changer le monde. Il a tourné un coin et m'a poussé dans un long couloir. Au bout du couloir, il y avait une énorme porte en acier, avec 2 gardes armés de chaque côté. Sur la porte, il y avait une inscription en gros caractères, « Développement de la phase 3 ». Il est temps que tu vois ça, a dit d'ailleurs. La porte s'est ouverte, et nous sommes entrés dans une immense pièce voûtée avec une plateforme surélevée au centre. La plateforme était entourée d'un demi-cercle de claviers et de panneaux de contrôle. J'ai regardé autour et j'ai vu que la surface intérieure du dôme était couverte de centaines d'écrans noirs. D'ailleurs est monté sur la plateforme et a appuyé sur une touche. Un des écrans s'est allumé. Il montrait l'image d'une jeune femme regardant un écran de télévision. Une voix féminine a retenti, parlant rapidement et de manière saccadée, racontant des banalités sur les cours, les vêtements à laver et une émission de télévision, tout en même temps. L'image était étrange, le centre net mais les bords flous. L'image tremblait, devenant noire par moments. Soudain, elle a basculé vers le bas, montrant un lavabo dans une salle de bain. Une main a pris un tube de rouge à lèvres et l'image est remontée. La femme a commencé à appliquer le rouge à lèvres. J'ai réalisé qu'elle regardait dans un miroir dans la salle de bain. Elle portait une caméra sur la tête où je regardais à travers ses yeux. J'ai ouvert la bouche, réalisant ce que je voyais. D'ailleurs, a souri. La première génération de Stingray était très limitée, a-t-il dit. Nous ne pouvions que transmettre des commandes et rien de plus. Mais les dernières versions sont des merveilles de technologie. Maintenant, non seulement nous pouvons transmettre tout ce que nous voulons, mais nous pouvons aussi observer et manipuler l'ensemble de l'activité cérébrale. Il a tapé une commande sur le clavier. La femme a regardé dans le miroir, et son expression est devenue dure. La voix dans sa tête est devenue sombre et douloureuse. Elle a dit qu'elle se détestait, que sa vie était misérable et dénuée de sens, qu'elle serait toujours seule. Son visage s'est déformé, et une buée a brouillé l'image. Elle a regardé un rasoir, ses doigts tremblants. Elle l'a lentement pris et l'a pressé contre son poignet. Imagine, a dit d'ailleurs alors que l'écran devenait blanc, des milliards de Stingrays couvrant chaque centimètre de cette planète. Imagine des milliards d'esprits à portée de main, prêts et disposés à accomplir toute tâche que nous choisissons. Imagine détenir le pouvoir omnipotent et omniscient de contrôler l'humanité entière depuis cette seule plateforme. La phase 3, jeune homme, n'est rien de moins que le pouvoir de Dieu. Il a appuyé sur une touche et tout le dôme d'écran s'est illuminé. J'ai regardé à travers les yeux de personnes partout dans le monde. Un homme faisait ses courses dans un marché bondé. Un médecin effectuait une opération. Une femme faisait du vélo sur un sentier désertique. Un pilote de chasse volait dans le ciel. Un bébé dormait dans un berceau. Tu crois que tu peux mener le peuple à se révolter contre nous, a dit d'ailleurs. Dis-moi, que feras-tu quand nous aurons des milliards de caméras nous montrant tout ce que nous devons savoir? Quand chaque être vivant nous servira, et que leurs pensées deviendront des outils pour exercer notre volonté? Que feras-tu quand nous effacerons le mot « résistance » de la mémoire de l'humanité d'une simple pression sur une touche? Je me tenais dans une pièce blanche. Le monde était dense et déformé, comme si j'étais sous l'eau. Étais-je en train de rêver? Brian était assis sur le sol près du mur opposé. Sa tête était baissée, et ses mains agrippaient sa nuque. J'ai appelé son nom, mais le son s'est dissipé dans l'air épais. J'ai couru vers lui, mon corps ralenti, lourd et douloureux. J'ai appelé à nouveau. Je devais l'avertir de la phase 3 et du danger qui menaçait le monde. Finalement, je l'ai atteint, et il a levé la tête. Ses yeux étaient complètement noirs, et son visage était tordu par la peur et la douleur. Il a hurlé comme une bête, s'enfuyant à 4 pattes. Il s'est recroquevillé dans un coin de la pièce, hurlant. La voix de d'ailleurs a murmuré à mon oreille. « Les animaux, a-t-il dit. » Je me suis approché de Brian et l'ai agrippé. Je cherchais dans ses yeux un signe de compréhension ou d'intelligence, un indice de mon meilleur ami. Mais ses yeux ne montraient rien d'autre qu'une peur primitive, le regard inconscient d'une bête menacée. Ce regard a frappé mon cœur comme un marteau. Il était brisé. Il n'était plus là. « Tu es seul, a dit d'ailleurs. » J'étais seul. Complètement désespéré.
seul. D'ailleurs, avait raison. Il m'avait tout pris. Toutes les personnes que j'aimais. Tout espoir que j'avais. Tout. Non, pas tout. Il me restait une chose. La colère qui brûlait dans ma poitrine chaque fois que je pensais à son visage. J'avais encore l'image de son cadavre ensanglanté flottant dans mon esprit comme un symbole. J'avais encore la haine. Je trouverais un moyen, à n'importe quel prix, de me venger de lui. Et si je ne pouvais pas, je le tuerais. Chaque fois que je fermais les yeux, c'était la seule chose qu'il ne pouvait pas me prendre. La seule chose qui serait toujours à moi. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, a dit d'ailleurs. Nous étions assis face à face, séparés par une petite table en métal. Mon corps était faible et tremblant, mais j'ai essayé de garder les yeux fixés sur lui. Il a toussé, portant un mouchoir à sa bouche, et quand il l'a baissé, j'ai vu une substance rougeâtre à l'intérieur. « Je ne peux pas te briser, a-t-il dit. J'ai essayé tout ce qui était en mon pouvoir, mais il continue à résister. Les autres ont tous cédé. Ton amoureuse, tes amis, même Lafarge a finalement supplié pour sa vie. Mais quoi que je te fasse, ça ne fait que renforcer ta volonté. Je vois dans tes yeux une flamme de colère qui ne peut être éteinte. Elle te nourrit. Elle te garde entier. » Il s'est penché en avant. « Mais la colère n'est qu'un mensonge, jeune homme. Elle te fait te sentir fort quand tu es à ton plus faible. Non, il est temps que tu apprennes quelque chose sur la véritable nature du pouvoir. » Il a sorti un pistolet de sa ceinture et l'a posé sur la table. J'ai ri, malgré la douleur lancinante dans mes côtes. « C'est tout? Tu vas me tuer? Vas-y, mais fais-le en sachant que tu n'as pas pu me vaincre, espèce de salaud. » D'ailleurs a souri, haussant un sourcil et secouant la tête. « Tu te trompes, mon garçon. Ce n'est pas une exécution. C'est un entretien d'embauche. » Il s'est levé, s'est approché de moi et a détaché les liens de mes mains. Ensuite, il est retourné à sa place. « L'homme est une créature faible, a-t-il dit. Faible de corps, faible d'esprit et surtout faible de volonté. Il se raconte des histoires sur la force indomptable de l'esprit humain parce qu'au fond, il a honte de sa faiblesse. Il sait qu'il s'effondrera sous un peu de pression. J'ai levé mes mains tremblantes des liens et les ai frottées doucement. Mais toi, jeune homme, tu es différent. Dès le début, j'ai vu le potentiel en toi. L'esprit d'un guerrier. Un instinct de survie féroce. Une volonté d'acier qui ne plie pas, même face à la destruction. J'ai posé mes mains sur la table. Ce sont ces qualités que je cherche chez mon successeur. J'ai regardé le pistolet. Je suis vieux. Ce travail prend beaucoup avec le temps, et je n'ai plus la force de voir la phase 3 achevée. Nous sommes à l'aube d'un nouveau jour dans l'histoire, et nous avons besoin d'un leader avec la force de guider l'humanité vers un avenir glorieux qui l'attend. J'ai touché le pistolet. Les parasites de cette installation sont inutiles. Des serviteurs obéissants et rampants, des vers sans colonne vertébrale incapables de tenir le véritable pouvoir sans un mémo pour leur dire comment faire. Non, nous avons besoin d'un dieu roi, d'un pharaon, d'un homme avec la vision et la volonté de dominer les masses chaotiques comme Poséidon domine la mer. J'ai senti la chaleur du métal du pistolet. Un homme qui peut tuer sans pitié. J'ai saisi la crosse du pistolet. Tous les grands hommes ont une vertu à laquelle ils s'accrochent plus que tout. Pour certains, c'est l'honneur. Pour d'autres, c'est l'amour. Pour toi, c'est la vengeance. Tu deviendras le Dieu de l'Ancien Testament, une colonne de feu dans ta colère, purgeant les méchants dans les flammes du châtiment. Ta haine illuminera le chemin. J'ai levé le pistolet. C'est une belle sensation, n'est-ce pas? Le pouvoir. Imagine détenir ce genre de pouvoir sur des milliards de personnes. C'est ton destin, jeune homme. C'est ce qui t'attend. J'ai appuyé le canon du pistolet contre sa tempe. Il avait raison. Maintenant, je m'en souviens. Je me souviens de la première fois que j'ai ressenti le véritable pouvoir sur un autre être humain. J'ai appuyé sur la détente. C'est incroyable comment une douche, un rasage et un bon steak peuvent changer votre perspective sur la vie. Je me suis levé de la console de la phase 3, regardant le monde sombre des écrans de surveillance. J'ai touché les touches de contrôle avec ma main bandée.
Les médecins m'avaient soigné, m'injectant quelque chose pour apaiser la douleur dans mon corps meurtri. Ensuite, je les ai fait emprisonner avec la moitié du personnel de l'installation. Quiconque osait me regarder quand j'étais encore enchaîné recevrait une leçon importante sur la loyauté. Les techniciens travaillaient sur Brian et Lindsay, essayant de reconstruire leurs esprits à partir des ruines que d'ailleurs en avaient faites. Les progrès étaient lents, mais ils se rétablissaient. Ils m'ont demandé si je voulais les restaurer tels qu'ils étaient avant ou si je voulais faire quelques améliorations. Presque comme avant, ai-je dit. Peut-être rendre Brian un peu moins amer et ajouter un peu d'humour à Lindsay. Et il vaut mieux qu'il ne se souvienne d'aucune association négative avec le projet maintenant que les choses ont changé. J'ai touché le panneau de contrôle, et les écrans se sont allumés. D'ailleurs avait tort. Je le prouverai. La phase 3 était un outil incroyable, un outil qui pouvait être utilisé pour améliorer l'humanité. Je pouvais mettre fin à la guerre, à la famine et à la souffrance pour toujours. Je pouvais nous conduire vers un paradis, un monde parfait sans manque, sans peur, sans mort, sans aucune pensée qui pourrait causer de la douleur. D'ailleurs voulait l'utiliser pour le mal, mais je changerais le monde pour le mieux. Non, il avait tort. Je n'étais pas comme lui. Pas du tout. J'ai regardé les écrans, un monde d'esprit prêt à recevoir mes instructions. J'ai regardé autour de moi, et j'ai souri.